c'est important de préserver sa santé sur le terrain. Donc bien voir sur le chantier, c'est vital. Donc allez les voir et vous verrez qu'on a aussi, il y a des femmes qui ont contribué. Et tant mieux. Tu veux dire quelque chose? Ouais, donc là, ça fait 1h30 qu'on parle du je fais une photo. travail. On parle entre eux de l'éducation du cadre légal, etc. Vous nous expliquez, vous nous intérêt, les informations, les employeurs, les organismes, que ce soit sinon on ne organisera pas des tableaux. il y a une grosse omerta autour des accidents du travail en France, pas seulement autour sur corps, mais notamment autour sur corps. Et j'aimerais laisser la parole à Martine, qui va vous expliquer pourquoi elle est là, et qui va vous dire qu'elle a à dire. On vous laisse la parole. Donc moi je suis la maman de Régis Brugière qui est décédée le 27 août 2018 sur chantier. Donc je vais vous apporter un témoignage très douloureux et c'est très douloureux pour moi aussi d'en parler. Donc, je ne vais pas être toujours agréable dans ce que je vais dire, c'est sûr, mais il faut qu'on l'écoute et je vous en remercie par avance. Donc là, j'ai assisté à cette conférence et j'ai pointé finalement énormément de points de votre document qui cochent exactement ce qui est arrivé à Régis. Par exemple, je m'assure du niveau de formation des opérateurs. Je développerai après. J'organise, je planifie les interventions à développer aussi. J'organise la vérification du matériel. Je vais aussi le développer. Et enfin, je me place de manière à éviter les projections sur moi et dans l'environnement. On a déjà coché 4 cases. Maintenant, je vais vous expliquer ce qui est arrivé à Régis. Donc, il a employé du Mulvex. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un produit. Maintenant, je commence à avoir quelques notions. Je n'étais pas du tout dans le milieu de la corde, mais à force de creuser, parce que ça fait quand même 3 ans que j'y travaille. Donc il a utilisé du Mulvex, c'est un produit de déroquetage. Et dans cette entreprise où il travaillait, il y avait au moins 5 personnes qui l'utilisaient sans formation. Parce que ce produit doit être utilisé avec la formation de préposé au tir, CPT. C'était utilisé de façon récurrente. Et donc lui, il avait fait déjà quelques tirs. Et on présentait ce Mulvex comme un gros pétard. C'était la légende de l'entreprise. Sauf que le gros pétard, il a pété sur la tête de mon fils. Pourquoi? Parce que le jour de cet accident, qu'est-ce qui s'est passé à l'atelier? On ne lui a pas donné ni la marmotte, c'est-à-dire le détonateur. Voilà. Ni le pas de tir, enfin j'appelle ça le pas de tir, la ligne de tir, voilà. Ni la ligne de tir. Quand il a ouvert, donc on coche bien ce que vous disiez tout à l'heure, vérifiez bien le matériel quand on part. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un chef de chantier avec lui, ils ont découvert qu'il y avait ce problème. On est allé acheter dans le magasin d'à côté, un peu plus loin, des piles 9 volts pour remplacer la marmotte. Et après, le chef de chantier, lui, il est parti sur d'autres chantiers parce qu'il avait obligation d'aller sur ces autres chantiers. Et il a dit à Régis non formé, il fera péter le truc qui encombre le chemin parce que c'était un chemin forestier pour que les véhicules de secours passent, ça se passe dans le milieu. Bon. Finalement, Régis, n'ayant pas de formation au tir, il n'a certainement pas réalisé la dangerosité du produit. Donc voilà, il est décédé. Donc moi je me pose quand même la question, comment ça se fait déjà que les chefs d'entreprise de cette entreprise, qui est une énorme entreprise d'ailleurs, qui a quand même tout un tas de personnel, de direction, comment ça se fait que ces gens-là n'ont jamais réfléchi ou fait un audit sur le Mulvex, parce que finalement c'est pas qu'un gros pétard. Comment ça se fait que des gens de façon tout à fait récurrente utilisaient sans certificat de préposé au tir ce produit? Comment ça se fait? Et on en est là. Nous, on souffre terriblement
En plus de ça, l'entreprise, quand l'accident mortel s'est passé, elle s'est, je dirais, bon, c'est subjectif, hein, elle s'est totalement défaussée sur le chef de chantier qui, lui, d'ailleurs, avait le CPT et qui aurait dû donc faire péter le truc. Hein. Mais non, il était ailleurs, il y avait d'autres contingences. Bon, bref. Cette entreprise s'est défaussée donc sur ce chef de chantier, l'a licencié une semaine après. Bien sûr, le garçon ne s'est pas laissé faire, il a inventé un procès, ce qui est tout à fait normal au coup d'homme. Résultat des courses, en appel, il a quand même eu 25 000 € d'indemnité pour licenciement abusif. Ça veut dire que, quelque part, le juge a considéré que l'entrepreneur avait fait une faute inexcusable. Sinon, il n'aurait pas été débouté. Alors, je ne vous dis pas les conséquences sur la famille, parce que Régis, il avait 2 petits-enfants. Le plus petit avait 18 mois, la petite avait 5 ans. Donc, nous avons des enfants traumatisés. Nous avons une famille dévastée, avec énormément de problèmes depuis. Donc ça, tout ça, il faut le prendre en compte. Et je témoigne ici aussi pour que cette sécurité et cette formation soient mises en avant. Et c'est pour ça que je suis venue assister à votre table ronde. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais rebondir sur ce que tu as dit, Martine. L'accident de Régis, c'est en 2018. Il est décédé à la cale, enfin, dans une entreprise. 3 ans après, il y a eu un accident grave, en tout cas dans une autre entreprise, dans les mêmes conditions, en tout cas avec des matériels similaires, c'est-à-dire des aptitudes pyrotechniques de catégorie P2. En tout cas, ce qui ressort de l'enquête de l'accident du travail, de l'inspection du travail, c'est un défaut de formation. Parce que ce qu'il faut savoir, en plus il y a la question du CPT, donc c'est sur les explosifs au sens large, mais si on rentre plus en détail dans ce sujet-là, et je pense que tout le monde est au courant parce que l'association Coordination de l'air solidaire a fait le travail d'alerte sécurité par rapport à ces situations. Et ce qu'il faut savoir, il y a des formations qui sont obligatoires, et des formations obligatoires uniquement dans les centres de formation qui sont agréés par le ministère de l'Environnement. Et c'est pas pour rien, parce qu'il y a énormément de remontées d'accidents au sens large dans le monde du travail et dans le BTP. On le voit sur le site de l'INERIS, en tout cas, qui font en tout cas un recensement de ces accidents. Et moi, j'aimerais quand même vous poser la question au niveau de France Travaux sur Corps, parce qu'on vous a sollicité, et aussi de l'OPVBTP, on vous a sollicité dans ce cadre-là de prendre des dispositions sur quelque chose en fait qui a été dit, c'est un rappel de la réglementation qui a été fait notamment en 2016 par le ministère de l'Environnement depuis, donc avant l'accident de Régis. Pourquoi des dispositions qui sont aussi claires depuis autant d'années continuent à se produire sur des chantiers? Et pourquoi il n'y a toujours pas de communication de France Travaux sur Corde qui se vous présentez comme l'organisation qui est le représentant de la profession au sens large? Là, on vous demande, en tout cas, il y a eu un mort, on a failli avoir une deuxième mort pour les mêmes raisons. Je tiens quand même à signaler qu'il y a eu 0 réponse de France Travaux sur Corde, 0 réponse de l'ensemble des entreprises spécialisées dans les travaux publics qui exercent dans les travaux sur corde. Par rapport à cette question-là, là on parle d'un accident grave, d'un accident mortel, et d'un deuxième accident grave qui a failli aussi être mortel. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de mesures qui sont prises par rapport à ça? Comment ça se fait qu'on préfère ne pas parler de ces choses-là, que vous préférez, excusez-moi, mais ce que Martine n'a pas aussi signalé, et ce qui a été fait, c'est qu'elle vous a écrit aussi à France Travaux sur Corde, qui s'appelait anciennement SFETH, par rapport à un recensement d'accident. Vous avez fait le choix de ne pas recenser l'accident de Régis parce qu'il n'est pas mort, en situation de verticalité et sur corde. Excusez-moi, là je trouve que on est en totale contradiction avec ce qui est dit à la fin de cette brochure. Et nous, en tout cas, hier, on a un stand, ce qu'on est venu nous reprocher, c'est d'être négatif, de gâcher la fête des cordistes aujourd'hui. En fait, cette association, depuis le début, qu'est-ce qu'elle fait? Sa genèse, c'est Frédéric qui est là, Frédéric Brua, qui est la tante de Quentin Zaraï-Brua, qui est mort en 2017 dans un silo. Ça, c'est la genèse de l'association. C'est le point de départ. Donc, on nous reproche la colère. Qu'est-ce que c'est la colère? La colère, ça vient des morts. Ça vient des morts de nos collègues, ça vient des morts des proches. Ça, c'est le point de départ. Quand on a un jeune de 21 ans qui meurt enseveli sous des tonnes de céréales dans un silo, excusez-moi, mais la personne qui n'a pas un minimum de colère
je ne sais pas où est l'humanité en fait. Et ça, c'est notre point de départ. À partir de là, de la colère, on essaie de faire de la solidarité. On essaie de faire avancer la profession, d'essayer de proposer des choses. Et en face, qu'est-ce qu'on a? On a un refus catégorique. On a systématiquement l'association, ce sont les méchants, les violents, les en colère. Où est la violence en fait de s'exprimer? Où est la violence de dire ce qui se passe? Où est la violence de parler de la réalité? Par rapport à ça, je pense que si je vous demande, s'il vous plaît, de sortir en fait de ces postures qui nous mènent tous à la catastrophe, qui nous mènent tous à quoi? À continuer à faire un décompte macabre. Et nous, ce qu'on veut, c'est pas un plaisir, c'est pas une partie de plaisir de faire un décompte macabre, c'est pas une partie de plaisir d'aller assister à des audiences d'accidents mortels, d'accidents graves, c'est pas une partie de plaisir d'accompagner des collègues qui sont cassés, qui sont handicapés à vie, qui bouffent de la morphine, alors que ça fait des années qu'ils ont eu un accident et qui peuvent toujours pas vivre sans la béquille de morphine. S'il vous plaît, ayez un minimum de maturité, changez de posture, mais je sais, oui, ou alors dites-moi, donnez-nous des arguments par rapport à cette posture. Et revenons en fait à un dialogue social, je ne sais pas, adulte, qui permettrait un minimum d'avancer par rapport à ces problématiques. Merci. Si tu vas sur le stand, actuellement, on a une campagne sur le risque routier. Effectivement, il y a eu un mort dans le silo, et c'est terrible, hein, mais il faut savoir qu'il y a encore très régulièrement des morts aujourd'hui, et statistiquement, il y en a beaucoup plus au volant parce qu'il y a par exemple au téléphone, parce qu'il y a des véhicules qui sont mal entendus. Monsieur Finiel. Donc, juste non, excusez-moi. Là, vous nous rétorquez qu'en fait, on ne parle que des accidents mortels. On parle des accidents mortels parce que c'est uniquement les données auxquelles on a accès. Évidemment que pour faire de la prévention, il faut avoir accès à l'entièreté des données d'accidentologie et que c'est le b.a.-ba de tout travail de prévention dans toute profession et dans toute entreprise. Entre autres choses, France Travaux sur Corps d'enseignement et CCPH s'était engagé à une demande de création de code APE pour permettre de sortir de cette problématique de néant en termes de données. On ne connaît pas l'accidentologie de notre profession. On fait la promotion de métier, commercialement, médiatiquement, mais par contre, pour ce qui est d'éviter les accidents, de sortir de ce métier qui en fait que vous ne voulez pas reconnaître, c'est que c'est malheureusement des peu de données qu'on a, des seules données d'accidents mortels. Malheureusement, on est parmi le métier le plus mortel et accidentogène, parmi les métiers les plus mortels et accidentogènes de France et du BTP. Et on vous demande encore une fois, par rapport à ça, tant qu'on refusera de regarder, excusez-moi, le côté négatif, mais si on ne regarde pas, on ne part pas des problématiques pour essayer de les faire évoluer, si on regarde, on essaie que de parler des choses positives, évidemment que jamais rien ne changera. On a dit qu'on était tout à fait d'accord et ouvert pour communiquer et engager un dialogue avec le Sissoko. Donc ça il faut le dire aussi. Il ne faut pas dire que l'autre côté. Oui, mais ce qui se traduit, quand on regarde avec le Sissoko, on prend la décision collectivement entre le Sissoko et l'association de tenir une table commune, parce que ce sont deux organisations qui sont créées ensemble, conjointement, pour la défense des travailleurs dans la profession. Ça c'est notre choix qui appartient à nous. C'est notre choix qui appartient à nous. Et le contenu de ce qu'on y met, parce que c'est ça en fait. Hein. Là aujourd'hui, c'est un stand du Sissoko qui est présent là-haut, le Sissoko est présent là-haut. Hier, on vient de voir en disant c'est trop négatif, vous gâchez la fête des cordistes. Et ce sont des publications qui sont assumées par le Sissoko, qui sont aussi portées par le Sissoko. Nous, on a invité le Sissoko et on cherche à communiquer et on vise à communiquer avec le Sissoko. Après, vous, en interne, derrière, comment vous fonctionnez entre le Sissoko et l'association, je dirais que c'est pas notre problème. Nous, officiellement, on souhaite et on veut communiquer avec le Sissoko. Vous nous excluez du dialogue social. Le dialogue social, M. Cornillon, c'est parfois rugueux. Vous comprenez bien que c'est pas, on va pas aller dans le sens. On va pas tout le temps nous caresser dans son pouvoir. On a des intérêts contradictoires quand même. Même si on porte la profession, vous et nous, peut-être pas de la même manière, mais il y a des intérêts contradictoires et on ne peut pas toujours être d'accord. Et dès qu'on n'est pas d'accord avec vous et qu'on nous montre un soupçon de vérité, etc., vous nous dites, on ne veut plus communiquer avec vous. La vérité, on a vraiment inquiété. Nous, on considère ça pas comme une fin de non-recevoir parce qu'on est la représentation des gens, il y a des gens qui sont là, qui s'expriment au travers de l'association, même librement, et je ne vois pas à quel titre vous excluez ces gens qui sont derrière du dialogue social nécessaire dans la profession comme ailleurs. À mon avis, ça engage tout le monde, et vous êtes tellement habitués à être seul depuis le début, et ça se comprend tellement, que quelqu'un qui arrive et qui porte la contradiction, ça vous paraît quelque chose d'insurmontable et d'incroyable.